cet acte solennel, la République démocratique du Congo entend saluer votre mérite éminent, vous témoigner son estime profonde et sceller dans le marbre du respect mutuel et de l'amitié durable les liens indéfectibles qui unissent nos deux peuples. Chaque fois qu'un frère reconnaît les valeurs de l'autre, et puis ça je porte une haute distinction de la République sœur du Congo, et ça je vais le partager avec le peuple bissau-guinéen. Une fois qu'un chef d'État est décoré, ce n'est pas lui en personne. Lui, il a décoré le président de la République de Guinée-Bissau. Donc, c'est le peuple bissau-guinéen qui est content et pour qu'il sache que la Guinée-Bissau sera reconnaissante envers cette décoration. Doléance à tous les chrétiens, tous les catholiques du monde. La disparition du Saint-Père nous affecte tous. Et je pense que pour moi, le souvenir que j'ai, c'est en tant qu'organisateur de l'événement qui était un événement historique, la venue du pape François à Kinshasa. Nous avons, à l'époque, j'étais encore dans le secteur privé, avec l'agence Optimum, nous avons organisé co-organisé. Moi, Daniel Moukoko Samba, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Lors de nos échanges, je vous avais dit, faudrait-il dire à quelqu'un de poser les armes, je te donne $1000, et puis après, lorsque les $1000 seront épuisés, ce sera le retour à la case de départ. Nani wako sepela keno nyoka koteli na kati ya mboka e avant datala nyoka wana kaka. Akotelema akozonzeta sani aboma nyoka wana. E muto wa akotelema aboma nyoka wana sengeleza na muto azana makasi. Ya kusimba nzete kobeta nyoka. Po soko simi nzete wana pe na lise ki nyoka wana kosani ni akoyiko swa yo. Ya oto zobenga ba jeune nyonso kaka ya kindia te ya ituri mobimba. Une réunion de comité de sécurité provinciale de la ville de Kinshasa en présence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Au premier point, la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa et l'état des lieux sur la gestion des sinistres après les catastrophes naturelles du 4 au 5 avril 2025 et aussi les dispositions sécuritaires envisagées. Omeli boni ne salio boy. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Les drapeaux de la République démocratique du Congo et celui de Guinée-Bissau, hissés côte à côte au terminal présidentiel de l'aéroport international de Ndjili, signe de l'amitié entre les deux pays et leurs chefs d'État. Accueilli par la première ministre chef du gouvernement, l'hôte de marque a traversé la ville de Kinshasa jusqu'au palais de la Nation où l'attendait personnellement son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cérémonial d'accueil est celui d'une visite officielle. L'hôte du chef de l'État congolais, le général Oumaro Sissoko Embalo, fera ensuite un bref passage des troupes en revue, une tradition qui témoigne du respect et de la coopération entre les deux nations. Le deuxième temps fort de se dérouler, c'est le tête-à-tête à huis clos entre les deux chefs d'État.
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Umaro Sissoko Embalo se sont retirés loin des caméras pendant plus d'une heure. Rien n'a filtré de leurs entrevues. Les deux leaders ont ensuite rejoint la mythique salle de congrès du Palais de la Nation pour une cérémonie de décoration du général Umaro Sissoko Embalo, admis grand cordon dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba pour ses éminents services rendus au continent africain en général et au peuple congolais en particulier. Votre parcours, façonné par le courage, la rigueur et une fidélité exemplaire aux principes de souveraineté et de liberté, incarne les aspirations profondes de notre continent, celle d'une Afrique debout, fière, respectée et pleinement maîtresse de son destin. Par cet acte solennel, la République démocratique du Congo entend saluer votre mérite éminent, vous témoigner son estime profonde et sceller dans le marbre du respect mutuel et de l'amitié durable les liens indéfectibles qui unissent nos deux peuples. Les mérites exceptionnels également pour son sens aigu au panafricanisme et son engagement en faveur de la paix. Après cette brève cérémonie, les deux chefs d'État se sont présentés devant la presse pour le traditionnel point de presse. D'entrée de jeu, le président guinéen est revenu sur l'objectif de sa visite de travail en République démocratique du Congo qu'il qualifie de pays ami. Le général Embalo revient sur les sujets évoqués lors de huis clos avec son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des sujets qui tournent autour d'une coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Le président de la République de Guinée-Bissau n'a pas manqué des mots pour remercier son homologue congolais après son admission à l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba. Chaque fois qu'un frère reconnaît les valeurs de l'autre, et puis ça, je porte une haute distinction de la République sœur du Congo. Et ça, je vais le partager avec le peuple bissau-guinéen. Une fois qu'un chef d'État est décoré, ce n'est pas lui en personne. Lui, il a décoré le président de la République de Guinée-Bissau. Donc, c'est le peuple bissau-guinéen qui est content et pour qu'il sache que la Guinée-Bissau sera reconnaissant envers cette décoration. Un honneur pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui évoque le parcours similaire et un idéal commun qui caractérise les deux pays. La visite de son homologue est un souhait qui se réalise au bénéfice du rapprochement des deux peuples autour d'un idéal commun, la paix en faveur du continent africain. Je suis panafricaniste dans l'âme et donc moi quand deux nations africaines se rapprochent, c'est pour moi toujours du pain béni. Je suis un fervent activiste de la cause de la zone de libre-échange continentale et je suis convaincu que le jour où l'Afrique deviendra vraiment cette zone de libre-échange, on parlera de nous autrement. Évidemment, il faut qu'on se débarrasse de certaines tares comme celles que nous connaissons, avec des pays qui se comportent encore comme dans les années 60, lors de nos indépendances, où on voyait les choses qu'en termes de guerre, en termes d'invasion, de déstabilisation des pays voisins et autres. C'est des choses que nous devons bannir en Afrique. Les deux chefs d'État s'engagent en faveur de l'ouverture dans les prochains jours des représentations diplomatiques dans leurs pays respectifs. Une commission mixte composée des délégués de deux pays sera mise en place pour y travailler au plus vite. Faire ses adieux comme l'exige la culture diplomatique, mais aussi faire le bilan de ces 3 années passées en poste en République démocratique du Congo en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse à Kinshasa.
Le diplomate helvétique en fin mission parle des moments forts qui ont marqué son mandat en RDC, notamment la visite des 5 jours du président de la Confédération helvétique en RDC. Faire les au revoir, c'est toujours faire aussi un bilan, des 3 années que j'ai pu passer ici, rappeler les moments forts qu'on a eus. Je pense notamment à la visite présidentielle il y en a 2 ans où le président de la Confédération suisse avait passé 5 jours ici au pays, mais aussi les autres domaines d'intérêt commun, notamment aussi la guerre à l'Est, le climat des affaires, les entreprises suisses qui sont intéressés à investir au pays. Donc tout ça a été au menu, donc on a pu parler un peu de tous ces sujets, mais aussi remercier les autorités congolaises de l'accueil ici au pays. J'ai passé 3 années magnifiques ici à Kinshasa et dans le pays, et quand on quitte, on a toujours quelques larmes aussi, parce qu'on n'aime pas quitter, mais je garderai les bons souvenirs, et j'espère revenir un jour en tant que touriste et visiter encore les coins que je n'ai pas encore eu l'occasion. La Suisse et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales, marquées par plusieurs projets d'intérêt commun dans divers domaines. Une coopération vieille depuis les années 1960. On est des amis pratiquement depuis l'indépendance. Je pense qu'on a essayé de tisser davantage des liens ces dernières années dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on a plusieurs entreprises suisses qui sont actives au pays et qui ont aussi des projets d'investir davantage. Mais la RDC est en même temps aussi un pays prioritaire pour la coopération internationale de la Suisse. On est très active dans l'aide humanitaire, mais aussi la coopération bilatérale, donc de développement, où on travaille directement avec des acteurs locaux pour le bien-être et le développement de la population congolaise. Pour rappel, le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, avait effectué une visite officielle en RDC du 12 au 16 avril 2023. Reçu par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la visite était placée sous le signe de l'aide humanitaire avec une descente à l'est de la RDC en signe de solidarité aux nombreux réfugiés congolais victimes de l'agression du Rwanda et de ses supplétifs du M23. Compte rendu de la 40e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 2025 à Lubumbashi, la 40e réunion ordinaire du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la 37e session du Conseil national du travail. Le président de la République a commencé par saluer solennellement la tenue de la 37e session ordinaire du Conseil national du travail, dont les travaux préparatoires débutés le 8 avril 2025 ont été déjà clôturés pour laisser place aux travaux proprement dits qui se dérouleront du 21 au 24 avril 2025. Ces cadres tripartites réunissant le gouvernement, les représentants des travailleurs et ceux des employeurs demeure l'une des expressions les plus vivantes de notre démocratie sociale. Il constitue un espace privilégié pour bâtir ensemble des solutions durables aux défis de notre temps. À ces sujets, le président de la République a insisté pour que ce conseil soit bien plus qu'un rendez-vous institutionnel. Il doit être un moment d'écoute sincère, des propositions audacieuses et d'engagement ferme. Les attentes de nos concitoyens sont immenses et à juste titre, nous devons y répondre avec clarté, courage et détermination, a-t-il martelé. Revenant sur les attentes, le président de la République a précisé que cette session doit déboucher sur des mesures concrètes, réalistes et applicables, notamment pour renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses, garantir leur dignité, encadrer de manière équitable et responsable
l'emploi des étrangers et consolider notre système de protection sociale dans un esprit de justice et de solidarité ainsi que d'équité. En ce qui concerne l'augmentation du SMIC, celle-ci devrait avant tout bénéficier aux travailleurs les plus vulnérables dont les revenus actuels ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels, car ce sont eux qui subissent les plus durement les effets de la précarité et pour qui cette mesure représenterait un véritable levier de dignité et de justice sociale. Le président de la République a rappelé que l'emploi demeure le socle prioritaire de son mandat. Il est la clé de voûte de la paix sociale, les moteurs du développement durable et les garants d'une justice intergénérationnelle véritable. Offrir un avenir à notre jeunesse, soutenir nos familles et dynamiser notre économie passe par un accès équitable à un emploi digne et productif. L'histoire devra retenir que nous avons su, dans un moment décisif, faire le choix du dialogue, de la justice sociale et de l'action. Dès ce qui précède, le président de la République en a appelé à la mobilisation de tous. Il a invité chaque membre du gouvernement à suivre avec la plus grande attention les travaux en cours, à appuyer les dynamiques positives qui en émergeront et à veiller à leur mise en œuvre effective dans un esprit de cohésion gouvernementale, d'obligation des résultats et de respect du principe d'égalité des chances. Par ailleurs, il a engagé la Première ministre à s'assurer que le prochain SMIC à mettre en place puisse être adapté aux réalités du marché et qu'il prenne en compte les besoins vitaux réels des travailleurs afin de faciliter le renforcement de leur pouvoir d'achat. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité pour le gouvernement de continuer à travailler pour apporter les réponses aux populations congolaises. Dans la suite de la communication du Premier ministre, du Président de la République, la Première ministre chef du gouvernement est revenue sur le lancement de la cartographie du deuxième recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo qu'elle a effectué le 17 avril 2025 lors d'une cérémonie organisée par le ministère du Plan ainsi que de la coordination de l'aide au développement. Attendue depuis plus de 30 ans, la réalisation de ces deuxièmes recensements scientifiques permettra à notre gouvernement et à ses partenaires au développement d'intervenir plus efficacement en faveur de populations sur la base des données fiables, désagrégées et actualisées. Elle a précisé que le recensement de la population et de l'habitat conduira à une planification efficace du développement, à une meilleure répartition de ressources, ainsi qu'à une consolidation de notre gouvernance. En qualité de présidente de la Commission nationale du recensement, elle a lancé un appel à la mobilisation de toutes les parties prenantes, notamment nos populations, principales cibles des opérations, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les institutions de recherche et universitaires, afin de garantir le succès du processus ainsi enclenché pour notre avenir meilleur et collectif. Elle a demandé au vice-premier ministre du Plan de prendre toutes les dispositions nécessaires et de lui présenter un état de lieu dans la perspective de la convocation de la Commission nationale du recensement en application de textes en vigueur. Les ministres d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances devront de leur côté assurer la mise à disposition des fonds nécessaires conformément au planning établi. Sur un autre chapitre, elle a évoqué le réengagement de notre pays dans la Convention du Cape Town. À ces sujets, elle a signé les déclarations qualifiantes de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Ces déclarations qualifiantes seront déposées bientôt à l'Institut international pour l'unification du droit privé de Rome pour harmoniser le droit de notre pays. Pour rappel, la Convention du Cap et son protocole sont relatifs aux garanties internationales sur les équipements mobiles et matériels aéronautiques. Elle permettra à notre gouvernement de résoudre les problèmes des désenclavements et développer les secteurs du transport ainsi que les secteurs spatial, minier, de l'agriculture, de la construction avec plusieurs avantages pour notre pays.
À ce jour, les protocoles aéronautiques ont connu de progrès avec la mise en place d'une équipe appelée Canal de communication en collaboration avec le vice-premier ministre, ministre de Transport. Ces protocoles devraient permettre aux compagnies aériennes du pays d'avoir entre autres des accès améliorés aux fonds et aux sources de financement ou d'obtenir les financements au coût réduit et à des meilleures conditions. Pour une meilleure adhésion inhérente aux clauses de la Convention, la Première ministre a demandé au ministre des secteurs non encore couverts de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'y conformer, notamment le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire et des infrastructures et travaux publics, ainsi que le ministre de Mines. Un comité sera mis en place et se chargera de la mise en œuvre du suivi de l'application de la dite convention. Au chapitre de points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a commencé par donner l'état d'esprit de la population qui a été marqué à la lumière de la notification officielle de la désignation du président togolais Faure Gnassingbé par le président de la Commission de l'Union africaine comme nouveau médiateur dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en remplacement du président angolais Joao Lourenço. Au plan politique, il a mis en œuvre les séjours du chef de l'État à Lubumbashi pour une mission de travail. Passant en revue la situation sécuritaire du Haut-Katanga, qui est globalement calme, le vice-premier ministre a fait mention de l'activisme de Mai Mai Bakata Katanga et Fakat dans les territoires de Pweto Mitwaba et Kasenga. Des instructions ont été données pour y mettre fin. Revenons sur les dégâts de pluie diluvienne du 4 au 7 avril 2025 et qui ont causé d'importants dégâts humains et matériels dans la province de Kinshasa, Tchopo, Sud Kivu, Tanganyika, Congo central. Une cellule de crise a été constituée. Elle s'est réunie d'abord autour de la Première ministre le 14 avril 2025, ensuite autour du président de la République le 15 avril pour une évaluation globale de la situation et l'identification des actions urgentes à entreprendre. Il a été ainsi constaté que la crise est aggravée par des pratiques inappropriées, occupation désorganisée, installation en zone non édificante, dépôt sauvage des déchets, absence de drainage, etc. et par une urbanisation désordonnée héritée des longues années. Les décisions qui ont été prises concernent notamment et de manière non exhaustive la mise en œuvre rapide du plan opérationnel de gestion de catastrophes, les curages des rivières, collecteurs et caniveaux, les désengagements des points de confluence entre le rivière et les fleuves Congo, les dragages du fleuve Congo, les dégagements du boulevard du 30 juin et du boulevard Triomphal, les redimensionnements de la traversée de l'avenue Kassavou vers Pankabu, la libération de l'emprise de la rivière Funa entre les avenues Kassavou et Gombari, la démolition des constructions sur les berges de la rivière Funa, la construction de berges notamment sur l'avenue Kassavou et Bokassa, la constitution d'un stock stratégique des médicaments et des matériels repartis par province selon le besoin, la prise en charge sanitaire gratuite pour les victimes de catastrophes, la cartographie des infrastructures sanitaires mobilisables en cas de crise, l'aménagement des sites d'hébergement permanents, la création des stocks alimentaires et sanitaires permanents dans chaque province, l'opérationnalisation urgente de la Direction générale des secours et incendies et du corps de sapeurs-pompiers. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre de la Défense nationale est quant à lui revenu sur la situation des opérations militaires dans les différentes zones, spécifiquement dans la partie est du pays, dans la périphérie de Kinshasa, par les opérations de traque contre le milicien Mobondo qui continuent. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a présenté la situation épidémiologique générale en République démocratique du Congo. Par rapport à la semaine précédente, la tendance du Mpox à la 14e semaine est marquée par une diminution de cas suspects passant de 2099 à 1453. Cette tendance à la baisse est observée depuis 3 semaines. Dans le Haut-Katanga, les cumuls de cas suspects a atteint 3495 et 84 décès, soit une létalité de 2,4%. Quant au choléra, comparé à la semaine passée, la tendance à la 14e semaine connaît également une baisse du nombre de nouveaux cas, passant de 1233 à 1134.
cas suspects, dont 32 décès, soit une létalité de 2,8%. Dans le Haut-Katanga, 59 cas suspects ont été détectés, dont 19 confirmés cette semaine. Aucun décès n'a été enregistré. Par la suite, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a particulièrement passé en revue la situation sanitaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi que dans la ville-province de Kinshasa. Au Nord Kivu, il a été déploré l'attaque de l'hôpital de Kieshero par les occupants sous prétexte de la recherche de FARDC et de Wazalendo, cachés au sein de cet hôpital, occasionnant les décès d'un malade blessé par arme. Il a également été signalé les décès des hippopotames dans la zone de santé des Binza à Goma. Note d'information relevant du secteur de l'éducation nationale. La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a fait part au Conseil de l'installation de la commission interministérielle chargée de l'élaboration de la politique nationale de l'éducation inclusive. Elle a indiqué que depuis 2019, le gouvernement a entrepris des réformes ambitieuses pour garantir un accès universel à l'éducation, notamment avec l'instauration de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques. Ces réformes ont priorisé la scolarisation des filles et la féminisation du personnel éducatif, ce qui a permis de progrès significatifs. À ce stade, des efforts sont déployés pour que des milliers d'enfants vivant avec un handicap, des troubles neurodéveloppementaux ou issus de communautés autochtones soient plus victimes de discrimination, de stigmatisation et d'exclusion dans les établissements scolaires, car leur situation est confrontée à l'inadéquation des infrastructures, à un personnel éducatif insuffisamment formé, à l'inclusion et aux mécanismes de financement ne prenant pas suffisamment en compte les besoins spécifiques de ces enfants. La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, représentée par son vice-ministre, a souligné que l'objectif sur lequel cette commission travaillera est celui de doter notre pays d'un cadre normatif permettant à tous les enfants, quel que soit leur état physique, mental ou social, d'accéder à une éducation de qualité dans un environnement respectueux de leur diversité. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Pour sa part, le ministre de l'Emploi et du Travail a informé le Conseil de la célébration de la Journée internationale du travail ce 1er mai 2025 sous le thème international reconduit depuis 4 ans, à savoir promouvoir le travail décent dans un monde à mutation. Au niveau national, cette célébration sera l'occasion de sensibiliser, de mobiliser et d'aiguiser le patriotisme de la masse laborieuse sur l'impérieuse nécessité de défendre notre patrimoine commun contre les velléités des ennemis de tous bords. C'est dans cette optique que le thème proposé au plan national est uni et solidaire pour la résilience en République démocratique du Congo. Cette célébration sera également l'occasion d'honorer la population congolaise en général et les travailleurs en particulier pour leur sens élevé de patriotisme et de résilience dont ils ont fait et continuent de faire preuve. Ainsi, au-delà des allocutions traditionnelles liées à cet événement, celui-ci connaîtra une particulière à travers les activités d'éveil patriotique et d'émulation qui sera désormais pérennisée, à savoir la décoration via les médailles de mérite civique, conformément à l'ordonnance y afférent, portant création du médaille de mérite civique pour tous les travailleurs qui l'auront mérité. Lancement des activités à l'exposition universelle 2025 d'Osaka au Japon. Le ministre du Commerce extérieur a informé le Conseil du lancement des activités de l'Expo universelle 2025 d'Osaka au Japon, où la République démocratique du Congo exposera sous le thème inspiré de vie, connaître de vie et sauver de vie. Il s'agit d'une vitrine exceptionnelle pour les 170 pays et organisations membres du Bureau international d'exposition, leur permettant de présenter leurs innovations et solutions pour notre société et de promouvoir les potentielles richesses de demain afin de capter l'attention des investisseurs et de mieux passer le message. La République démocratique du Congo présentera des solutions pérennes pour les développements durables dans les différents secteurs, notamment le mine, l'environnement, l'agriculture, le tourisme, la culture et l'art. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse.
le ministre de la Communication et des Médias a pour sa part présenté la note d'information consacrée à la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse le 3 mai prochain sous le thème « Informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias ». Dans ces cadres, il est prévu la tenue d'un forum national sous le thème « Le journaliste congolais face aux défis de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps d'agression rwandaise ». Ces forums permettra aux participants d'échanger sur les défis actuels du secteur des médias et leur rôle dans la consolidation démocratique. En effet, malgré les avancées notables enregistrées par notre pays, la liberté de presse est actuellement fragilisée, notamment par les cas de violation dans les zones sous occupation et la désinformation. Organisé à l'initiative des organisations professionnelles en collaboration avec le ministère, le dit forum rassemblera des acteurs publics, privés, internationaux autour des enjeux liés notamment à l'exercice de la liberté de la presse en mettant l'accent sur la sécurité des journalistes, la lutte contre la désinformation, la documentation des violations en zone sous occupation. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'approbation de textes, les conseils d'un relevé des décisions plutôt, les conseils de ministres a approuvé le relevé des décisions de la 39e réunion tenue le 11 avril 2025. Au quatrième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de 2 dossiers, premier dossier relevant du secteur des hydrocarbures, les ministres des hydrocarbures a soumis au Conseil les dossiers sur la lutte contre la contrebande des hydrocarbures dans la zone d'approvisionnement sud de la République démocratique du Congo, par l'imposition des scellés électroniques sur les camions citernes, par l'interfaçage au monitoring SIGOIL et la mise en place de l'application RFID. En effet, l'entrée clandestine de produits pétroliers aux différents postes frontaliers engendre une perte économique estimée à plusieurs centaines de millions de dollars par an. À ce jour, les volumes de la zone sud sont officiellement évalués à près de 120 000 mètres cubes par mois, alors que les estimations réelles dépasseraient le 300 000. Ainsi, afin de lutter efficacement contre cette fraude, les ministres des hydrocarbures ont proposé une réforme novatrice basée sur les scellés électroniques. Ces dispositifs de verrouillage équipés des circuits électroniques, des télécommunications et des géolocalisations permettent un suivi en temps réel des camions citernes transportant des produits pétroliers, garantissant ainsi un meilleur contrôle et une transparence accrue. Il a martelé sur le fait que grâce à l'application SIGOIL, ces services disposeront des informations avérées pour détecter les éventuelles fraudes et ou incohérences, sécuriser les transports d'hydrocarbures, gérer la chaîne d'approvisionnement et émettre les rapports et statistiques nécessaires, améliorer les mécanismes d'octroi et de renouvellement des autorisations et permis des acteurs du secteur, collecter les données permettant de confirmer la conformité des activités des acteurs du secteur et centraliser les indicateurs de performance. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Premier symposium sur l'intelligence artificielle. La ministre déléguée près le ministre des Affaires étrangères en charge de la coopération internationale et francophonie a pour sa part soumis au Conseil le dossier relatif à l'organisation du premier symposium sur l'intelligence artificielle qui se tiendra prochainement à Kinshasa sous le thème « L'intelligence artificielle et son expansion mondiale. Opportunités et menaces face aux enjeux de la cyberdéfense, de la coopération internationale, de l'éducation et de l'emploi dans un pays riche en ressources naturelles ». Elle a mis l'accent sur le 8e point de la résolution sur les situations de crise de consolidation de la paix dans l'espace francophone prise lors du 19e sommet tenu à Villers-Cotterêts en 2024, qui souligne l'importance de renforcer la coopération internationale dans les domaines des technologies numériques et de l'intelligence artificielle au bénéfice de la paix et de la sécurité. Il nous revient donc de déterminer la manière dont nous souhaitons porter cette révolution et les conditions auxquelles nous souhaitons que l'intelligence artificielle s'intègre dans notre société.
d'où la nécessité de réfléchir ensemble avec les partenaires de tous les horizons à une approche commune pour une intelligence artificielle responsable et éthique dans tous ses aspects, notamment la gouvernance, la réglementation, la sécurité, l'accès à la technologie ainsi que les opportunités économiques. Ce symposium s'étalera sur 4 jours avec plusieurs panels abordant une quinzaine de sous-thèmes. Les travaux techniques préparatoires prévoient la participation de parties prenantes pour peaufiner les termes des références et évaluer un budget. Le rapport final sera soumis à qui de droit pour disposition. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Au chapitre de l'examen et adoption des textes. Des projets de textes relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux a soumis au Conseil pour examen et délibération 2 projets de loi. Le premier portant modalité d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège en République démocratique du Congo. Ce projet vise à combler l'absence du cadre institutionnel approprié, rendant ainsi difficile, complexe et parfois inefficace la gestion de l'état d'urgence et l'état de siège dans notre pays. Il vient également combler un vide qui, depuis 1960, ne permettait pas une gestion plus rationalisée, mieux structurée et plus cohérente des périodes de crise et difficiles où la cohésion et la solidarité nationale ainsi que l'engagement de tous sont sollicités pour la survie de la nation et du pays. Ce texte met en place et fixe un cadre général, cohérent et plus robuste, constitué des mesures exceptionnelles de gestion de la chose publique et l'étendue des pouvoirs de police des institutions ainsi que des autorités publiques pendant ces temps momentanément altérés et délicats de notre pays sur des questions de droits et libertés fondamentales. Le deuxième projet de texte portait sur la création, l'organisation et les fonctionnements et compétences du tribunal pénal économique et financier et du parquet national économique et financier y rattaché. Ces textes visent à renforcer la collaboration institutionnelle entre les structures spécialisées d'enquête d'ordre financier et économique, d'instruction et celles de jugement, ce qui permet à notre pays de franchir une étape décisive vers une justice plus crédible, plus technique et plus efficace au service de notre peuple, portant un nouveau regard sur notre système judiciaire de répression de la criminalité économique et financière d'envergure. Ce projet de loi contient des corrections structurelles et procédurales utiles aux procédures classiques des répressions. Il s'agit dans la continuité des engagements de la République dans le cadre du programme de réforme de la justice, du programme de gouvernance ainsi que des accords conclus avec les institutions financières internationales en matière de transparence, de lutte contre la corruption et de gestion rigoureuse des ressources publiques. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces textes. Projet de loi relevant du secteur des finances. Le ministre des Finances a soumis au Conseil pour examen et approbation les projets de loi portant organisation et fonctionnement de marché boursier en République démocratique du Congo. Il a indiqué que ce projet de loi répond à la nécessité de doter notre pays d'un cadre juridique et institutionnel moderne et adapté aux exigences d'une bourse de valeurs mobilières et d'une bourse de marchandises efficace et transparente. Et donc il vise la mobilisation de ressources nécessaires au financement des investissements, au développement du secteur privé et à l'accélération de la croissance économique. Après débat et délibération, ce texte a été adopté. Avant de clôturer le Conseil de ministres de ce jour, le président de la République a tenu à souhaiter des joyeuses fêtes de Pâques à tous les membres du gouvernement ainsi qu'à tout le peuple congolais. Doléances à tous les chrétiens, tous les catholiques du monde. La disparition du Saint-Père nous affecte tous. Et je pense que pour moi, le souvenir que j'ai, c'est en tant que organisateur de l'événement qui était un événement historique, la venue du pape François à Kinshasa. Nous avons, à l'époque, j'étais encore dans le secteur privé, avec l'agence Optimum, nous avons organisé donc tout le côté événementiel
la coordination avec l'équipe de la présidence, de son accueil. C'est un moment inoubliable et c'est ça que je retiens. Et une des choses que je retiens aussi, c'est la phrase qu'il a dit. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Moi, Daniel Mukoko Samba, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Ça y est, c'est fait. Le ministère de la formation professionnelle et le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS viennent de sceller un partenariat historique ce jeudi 17 avril 2025 à Kinshasa. Représenté d'une part par Maître Marc Ekilali Kombo, ministre de la formation professionnelle, et de l'autre le professeur Jean de Dieu Désiré Tangatinta, coordonnateur national du PDD-RCS, ce protocole signé notamment devant la ministre en charge de la jeunesse et éveil patriotique, Noëlla Ayeganagato, le vice-ministre des Affaires coutumières, Mwami Ndeze Katorebe Jean-Baptiste, les partenaires techniques et financiers, y compris des représentants de démobilisés. Il concerne dans un premier temps la formation des ex-combattants en culture maraîchère dans le site de Diango en province de l'Ituri. Aussi, la signature de ce protocole crée une synergie entre les deux institutions pour contribuer à la paix et à la stabilisation en renforçant l'employabilité des bénéficiaires du PDD-RCS à travers des formations professionnelles qualifiantes, à l'apprentissage des métiers et à une réintégration socio-économique durable à travers leurs interventions coordonnées. Vous avoir avec nous aujourd'hui est plus qu'un honneur. Un privilège que vous faites à ce programme, mais surtout à des milliers de jeunes, de démobilisés, des personnes affectées par les conflits qui vont bénéficier de ce programme. Je vous remercie, non seulement au nom du programme, au mien propre, mais surtout au nom de mes compatriotes qui sont à Djungu, à Ouvira, à Kanyabayonga, à Beni. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Excellence. Demeurant dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre de la formation professionnelle maintient le cap qui consiste à donner au pays une main-d'œuvre qualifiée. Celle-ci qui concerne tous les Congolais, y compris les démobilisés, comme autant pour à ce jour un programme dédié aux dépendants des militaires et policiers. La formation professionnelle est un outil de réponse aux problèmes sociétaux. Et l'un des problèmes qui nous concerne aujourd'hui, c'est comment gérer les ex-combattants que nous appelons les démobilisés. Nous vous encourageons par votre approche, qui est celle de la très haute hiérarchie de notre pays. J'ai cité le président Félix-Antoine Tshisekedi et la première ministre, qui consiste, n'est-ce pas, à prendre les problèmes à bras le corps. Lors de nos échanges, je vous avais dit, faudrait-il dire à quelqu'un de poser les armes, je te donne $1000, et puis après, lorsque les $1000 seront épuisés, ce sera le retour à la case de départ, n'est-ce pas? Et d'où il fallait professionnaliser, apprendre des métiers, alors des métiers qualifiants à tous nos démobilisés. L'occasion pour moi de lancer un appel aux partenaires qui sont là, au secteur privé, d'accompagner notre programme de PDD-RCS, parce que au-delà de la signature aujourd'hui, c'est une véritable marche vers la paix que nous entamons. La signature de ce protocole jette les bases dans la sauvegarde et le maintien de la paix dans les contrées congolaises par la stabilité des communautés dans lesquelles ces ex-combattants retournent dans la vie civile après avoir acquis des compétences et des connaissances pour la paix, la sécurité et le développement à long terme.
Encore des nouvelles formations gratuites lancées par Maître Marc Ekila Likombo au profit des jeunes Congolais. Il s'agit cette fois du projet JADEP, littéralement Jeunesse active pour le développement et l'entrepreneuriat et de l'employabilité par la pratique. Organisé ce jeudi 24 avril 2025 par KDA Academy en collaboration avec Vodacom Congo et d'autres partenaires gouvernementaux comme l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire et celui de la formation professionnelle. Ce programme qui entend former 6 000 jeunes Congolais dont un premier lot de 1000 apprenants a été convié à la cérémonie du lancement, comprend 4 jours de formation pratique à l'issue desquels une bagatelle somme de $10 000 américains en cash sera décernée aux meilleurs lauréats et cadres de réseautage professionnel en vue de favoriser leur autonomisation, comme le dit le CEO de KDA Academy, Thomas Struvens. La présence ici de autant de partenaires que vous voyez ici autour de nous témoigne d'une chose, c'est que durant cette formation, vous ne serez pas seul. Vous serez entouré d'un écosystème de partenaires, du gouvernement, des entreprises, d'institutions internationales qui seront à vos côtés et qui croient tous fermement en votre potentiel. Vous serez aujourd'hui les tout premiers bénéficiaires d'un bootcamp de 4 jours. D'ici 6 mois, vous serez 6 000 jeunes à être formés sur l'entrepreneuriat grâce à ce programme. On a quelques surprises pour vous à vous annoncer. Grâce aux nombreux partenaires qui sont ici aujourd'hui, ceux qui terminent les 4 jours de bootcamp, vous aurez la possibilité de participer à un concours de pitch où vous allez présenter votre projet et les gagnants pourront gagner jusqu'à $10 000 en cash et plusieurs autres prix que vous allez recevoir après l'incubation. Madame Chantal Kachabala a, au nom de la directrice générale adjointe de Vodacom Congo Empêché, salué le partenariat avec KDA Academy pour bâtir un écosystème numérique grâce à des formations novatrices. Pour nous, ce qui résonne le plus à travers cet événement, c'est l'employabilité des jeunes. Donc on s'est dit former le plus grand nombre, emmener le plus grand nombre à utiliser la technologie pour bâtir un écosystème numérique et surtout inclusif. Alors que les représentants de la ministre de l'ESU et du DG de l'ANADEC ont encouragé les bénéficiaires à capitaliser cet élan de formation, Maître Marc Ekila, qui a offert 5 bourses aux meilleurs lauréats pour des formations longue durée, à KDA Academy a placé cette initiative dans les efforts du gouvernement souminois et dans la volonté du chef de l'État à favoriser l'employabilité des jeunes Congolais par des formations pratiques et de qualité. L'occasion pour moi de saluer cette grande vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui tient vraiment à l'employabilité de la jeunesse, et aussi saluer la gouvernance, la conduite du bateau du gouvernement par son Excellence, Madame la Première ministre. Nous venons de lancer une formation en entrepreneuriat, des formations gratuites pour 6 000 jeunes, dont la première vague aujourd'hui va prendre d'abord 1000, et ils seront initiés à des techniques en entrepreneuriat, pour que vous répondrez à la problématique de l'employabilité des jeunes. Et à l'issue de cette formation-là, vous avez suivi, il y a de ceux qui vont bénéficier de bourses, il y a de ceux qui vont être en contact direct avec des coachs, des mentors et d'autres avec des structures réelles de travail, en fait, pour professionnaliser ces jeunes gens-là. Je voudrais plutôt dire à ces jeunes, et comme je l'ai dit dans la salle, l'occasion aussi de faire preuve d'ingéniosité, de créativité, et de comprendre que l'emploi, je ne cesse de le dire, ce n'est pas seulement des jalonneurs, ce n'est pas seulement les numéros matricules. Vous avez là une occasion en or pour changer la vie des milliers de jeunes gens dans notre pays. Pour leur part, les bénéficiaires qui ont tous pris leur inscription en ligne n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Je viens de finir les études en sciences informatiques. Je suis très contente de cette initiative que le ministre a offert aux jeunes de pouvoir nous former pendant ces 4 jours dans l'entrepreneuriat parce que nous voyons, c'est vraiment la réalité que nous sommes en train de vivre. Lorsque nous finissons les études, il n'y a pas vraiment l'emploi, mais avec cette opportunité, nous pouvons créer nous-mêmes nos propres emplois, nous donner des opportunités. Donc, je suis vraiment ravie de cette initiative. Ce sont des programmes vraiment très intéressants et aussi qui coûtent cher
Et la chance pour nous, on a que ces programmes d'entrepreneuriat qu'on va suivre et ça sera gratuit pour nous. Et donc on espère vraiment apprendre et aussi à créer une propre entreprise afin que nous puissions contribuer à la réduction des taux de chômage dans notre pays. Moi, je suis venue pour suivre la formation de 4 jours et puis pour devenir autonome et puis devenir leader dans mon coin, quoi. Après les sessions des formations gratuites en faveur de jeunes inscrits lors de la foire de la formation professionnelle, les formations ambulatoires en faveur de dépendants de militaires et policiers, Maître Marc Ekila continue d'impulser la formation de la jeunesse dans divers métiers en vue de son autonomisation. Des jeunes du quartier Kindia se disent favorables à barrer la route aux agresseurs rwandais. Ces jeunes ont manifesté cette volonté ce samedi lors de la campagne de sensibilisation sur la réserve armée de la défense. Ces derniers n'ont pas caché leur sentiment patriotique de vouloir défendre la patrie. Plus de 50 jeunes ont adhéré à la rade dans ces quartiers. Une satisfaction pour le président des jeunes du dit quartier qui se dit prêt à mobiliser d'autres jeunes réservistes. Naomba kuba jeune ba président yote ya makartier ba recevoir rade na ba motiver ou ko leader si pays ko paix mais pays ko agressé sur ce mi naomba ba collègue ba président des jeunes ba leader à quartier ba leader d'opinion tout sensibiliser pour un intérêt général. Unaona Kindia iko quartier moya inakuwa toujours kwa actualité na unaona kama tunapata batu mingi banajiadere kurade. Dans la poursuite de la campagne de sensibilisation sur l'adhésion au sein de la RAD, le colonel Emmanuel Libandi, point focal à Ituri, reste confié à la jeunesse de l'Ituri et celle de Kindia en particulier. Il encourage les jeunes de s'adhérer massivement pour protéger la souveraineté de la RDC, tout en saluant les auteurs de l'initiative, notamment le commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi, et le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, gouverneur militaire de l'Ituri. Le colonel Libandi salue l'engagement des habitants de Kindia et ses environs. Cette sensibilisation ici à l'Ituri, c'est par le leadership du lieutenant-général Padiri Boulenda David, sous commandement du gouverneur du lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, celui qui est aussi le commandant des opérations Ituri. C'est quoi mon colonel? Aussi, c'est par l'encadrement du lieutenant, du général de brigade Godas Soupa Emery, celui qui est notre chef de mission. Nani wako sepela keno nyoka kotelie na kati ya mboka et avant d'atteindre la nyoka wana kaka. Akotelema akozanzeta sani aboma nyoka wana. Et muto akotelema aboma nyoka wana sengeleza na muto azala makasi. Ya kosimba nzete kobeta nyoka. Po soko simi nzete on appelle liste ki nyoka na kosa nini akoyi koswa yo. Yango tozobenga ba jeune nyonso kaka ya Kindia te ya Ituri mobimba. Donc c'est-à-dire au moins to bandi na Kindia lobby tokobima na Kindia tokokende pe na ba territoire mususu. To bandi na territoire ya Irumu, lobby toko na territoire ya Mambasa, lobby tokokende na territoire ya Djougou. Soulignons que la RAD poursuit avec la phase de sensibilisation et recrutement dans plusieurs quartiers de la ville de Bunia. Nombreux sont déjà adhérés au sein de cette structure, ce qui souligne une avancée positive pour les jeunes de l'Ituri de vouloir barrer la route à l'agresseur. Il s'est tenu une réunion de comité de sécurité provincial de la ville de Kinshasa en présence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Au premier point, la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa et l'état des lieux sur la gestion des sinistres après les catastrophes naturelles du 4 au 5 avril 2025 et aussi les dispositions sécuritaires envisagées. Au cours de la dite réunion, une évaluation avait été faite sur la baisse du taux de criminalité dans la ville de Kinshasa. Nous avons eu à constater avec les services de sécurité et de défense que le taux de criminalité dans la ville de Kinshasa a baissé depuis quelque temps.
En ce qui concerne les catastrophes naturelles, le point relatif aux catastrophes naturelles du 4 au 5 avril, le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'autorité urbaine, a fait des recommandations qu'il fallait sur l'encadrement justement des sinistrés dans les différents centres où ils se trouvent, notamment au stade Tata Raphaël, au stade des Martyrs et également sur le terrain de Bandalungwa, dans la commune de Bandalungwa. Pour ce qui est des dispositions sécuritaires à prendre, des recommandations ont été faites par l'autorité urbaine aux services de sécurité et de défense pour que nous puissions davantage réduire le taux de criminalité dans la ville de Kinshasa. Vous vous souviendrez qu'une communication avait été faite via les réseaux sociaux, qu'une découverte des tenues militaires avait été faite dans la commune de Limité au quartier industriel à la 9e rue. Les enquêtes sont en cours et les services de défense et de sécurité dans les jours qui viennent vont nous faire un point pour que nous puissions communiquer à cet égard. Des bureaux fermés et accompagnés des rameaux sur les portes, signe des désolations. Ce lundi, un mouvement spontané des agents du marché de la Liberté a été observé aux environs des 7h et 8h. Il y a eu l'arrivée de nouveaux agents affectés sur ce site de négoce par la division urbaine de Kinshasa, tandis qu'elle n'a pas qualité. Moi aussi, j'ai constaté que les agents sont debout. J'ai essayé de demander, c'est là où on comprend que suite à l'affectation que les chefs de division urbaine des finances viennent d'effectuer au marché de la Liberté. Puis les chefs de division ne peuvent pas prendre un acte concernant le marché de la Liberté. Au moins le ministre des Finances, qui est aussi notre tutelle provinciale, mais pas les chefs de division. Nous disons surtout aux travailleurs du marché de la Liberté d'être sereins et calmes. Nous, en tant que des syndicalistes, on a déjà eu à entamer des démarches auprès des autorités. Et comme la situation s'aggrave toujours, on va toujours continuer à être en contact avec les autorités pour que la solution soit trouvée. Des agents et cadres du marché de la Liberté s'insurgent contre ce genre de comportements mal contrôlés. Vetter agent. Le marché de la Liberté a une gestion autonome et ses statuts ne donnent pas mandat à la division urbaine de Kinshasa à une quelconque affectation des agents dans son sein. Au-delà de ce thème, le grand souci c'est l'unité, la cohésion, l'harmonie des habitants de Massina pour permettre le développement. Parce que pour sécuriser notre commune, pour assainir notre commune, on a besoin de l'apport du soutien de tout le monde. C'est ainsi qu'on demande à tous les habitants de Massina de s'unir, de se mettre ensemble pour faire un travail meilleur, pour assainir et surtout sécuriser notre commune qui est la commune patriotique. Nous avions essayé d'expliquer les thèmes sous 3 angles et principalement nous avions parlé des Kuluna qui, comme vous le savez, pilent la ville de Kinshasa, mais mal à l'aise à tout Kinois et à toute Kinoise. Nous avions parlé de l'insalubrité qui aujourd'hui, comme vous le savez, la ville demeure sale et nous avions rappelé ces rôles, cette tâche que la femme kinoise a vis-à-vis de cette instabilité que nous vivons dans la ville de Kinshasa.